c'est quand tu étais encore organisateur des Pharaons que tu as commencé à voir tes premières belles voitures anciennes, en particulier des américaines. Mais c'est une passion qui remontait déjà à quelque temps. Oui, c'est une passion qui remonte à l'origine, puisque ma première voiture, c'était une ancienne, une 203 cabriolet. Un Ford Eal m'est rentré dedans, j'en ai racheté une deuxième. À l'époque, la notion de voiture de collection n'existait pas. Je l'avais acheté 1300 francs, je crois, et en 67, je crois, et on m'en a donné 250. Et j'ai pu juste récupérer la capote qui était en meilleure état pour en acheter une autre et la mettre dessus. Ma Volvo 544 Sport aussi, je crois qu'il y a un plaisir aussi d'avoir une voiture décalée, j'en parlais à propos du désert, c'est-à-dire d'avoir un truc plus performant qu'il en a l'air, même si c'est toujours un problème, une ancienne. Et puis je rêvais, je ne sais pas pourquoi, d'américaine. Je ne suis pas du genre à collectionner une voiture qui aurait la même date de naissance que moi, je ne vois pas l'intérêt. Je veux juste, il y a un plaisir, il faut qu'il y ait un plaisir esthétique et un plaisir de conduite. Les deux à la fois, c'est pas toujours évident, mais sans plaisir esthétique, ça ne m'intéresse pas. Par exemple, les fameuses Mercedes avec les moteurs de la 600 qu'avaient les champions de Formule 1, ça n'a jamais valu très cher parce que ça ressemble aux Mercedes Taxi. Et donc j'allais dire, tu peux t'en acheter une, à part que ça coûte très cher à entretenir, mais il n'y avait pas le rêve de cette voiture-là. Et les américaines des années 40 et 50, contrairement à leur réputation, c'était des voitures très fiables parce qu'il y avait un territoire immense comme un continent, il fallait que ça encaisse les très fortes chaleurs, les très grands froids, et celles qui arrivaient chez nous, souvent elles n'étaient pas soignées. La première que j'ai achetée, c'était en France, je ne connaissais rien, c'était une Cadillac 49 Fastback que j'ai achetée après un bon Pharaon, et elle était boîte automatique, c'était ma première boîte automatique. Et au bout de quelques temps, je vais voir un copain qui était spécialiste, il dit au fait, ta boîte auto, elle perd pas d'huile. Je dis mais justement, je me demande où est le niveau d'huile. Et le niveau d'huile, il était à l'intérieur de la voiture, ça a été changé après. Mais sous la plaque, donc sous la plaque où tu mets les pieds, il y avait un tapis mais qui était collé et tout usé. C'est-à-dire que depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, personne n'avait regardé. Alors on a arraché le truc, et les Américains c'était ça souvent, c'était des V8 qui tournaient pas longtemps, qui n'étaient pas trop sollicités, qui tournaient pas très vite, et ils rajoutaient de l'huile sans forcément faire de l'entretien. Et j'ai une très bonne Cadillac, donc j'ai une Cadillac de rallye, ça paraît drôle, mais c'est la première voiture au monde qui gagne une spéciale à plus de 160 km/h. C'est une Cadillac 1950 avec boîte mécanique. Et il fallait faire des commandes spéciales à l'usine pour avoir la boîte mécanique, parce que c'était les Cadillac de chauffeurs de maître qui devaient s'emmerder avec la boîte 3 vitesses, première non synchro, mais bien que la boîte automatique Cadillac 4 vitesses soit la meilleure du monde, ça glissait, tu perdais 20% de puissance. Tu avais la boîte mécanique, ça tenait bien. Et bon, il y avait des trucs comme ça, et cette voiture, elle a fait 10e scratch, pas la mienne, mais la même, 10e scratch aux 24 heures du Mans, et deuxième à la Panaméricaine, où donc elle a gagné pour la première fois une spéciale à plus de 160 km/h. Et comme ça faisait 400 km, il n'y avait pas d'erreur de chronométrage. D'ailleurs, tu voyais les temps des autres voitures aussi. Et c'est cette passion des voitures anciennes qui t'a amené, si je puis dire, à ta nouvelle vie d'organisateur de rallye de voitures anciennes que tu fais aujourd'hui. Oui, j'ai couru, avec cette Cadillac, j'ai couru le rallye du Maroc classique qu'avait créé et organisé Jean-François Rachès. J'ai fait quelques rallyes par plaisir. Et avec Puce, on a eu envie de faire des rallyes à l'ancienne, à notre idée. Donc depuis 2010, on fait les 1001 nuits classiques. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est que chaque année, on change de pays. C'est pas toujours évident parce qu'on ne connaît pas les contacts, les autorisations. Et par exemple en Europe, avec le principe de précaution, c'est de plus en plus difficile. C'est des rallyes de régularité voyage. Il y a des Belges qui font des rallyes de régularité très durs. C'est pas notre tendance, c'est très bien aussi. Nous, c'est plus des voyages. Et aussi, on fait un rallye automoto, le 45e parallèle, comme son nom l'indique. Ça suit à peu près le 45e parallèle. On part au pied du Vercors et on arrive à l'Atlantique.
Et c'est un endroit très joli, un peu sauvage. Mais comme c'est la France, il faut s'y prendre à l'avance pour avoir des autorisations, mais on respecte strictement les consignes de sécurité. C'est de la balade. Il faut quand même qu'on dise un mot quand même du Fenouil, le littérateur, puisque ton premier roman que peu de gens connaissent, qui s'appelle Pour mauvaise conduite, avait été publié avant même que tu travailles dans la presse moto, et depuis tu as aussi écrit un paquet de livres. Oui, Pour mauvaise conduite, c'est sorti 2-3 mois après que j'ai commencé à Motojournal. Et donc, et quand j'ai traversé le désert à moto, je ne sais pas si j'ai eu l'idée ou si c'était Flammarion qui m'a proposé à l'époque, la presse papier, les livres marchaient très bien, de faire un livre dessus. Et ça a été un record du genre à l'époque pour ce qui se faisait dans ces collections. Et dans Ça, ces c'est trucs. Une moto dans l'enfer jaune. Une moto dans l'affaire jaune. Et je me souviens que pendant des années, j'ai reçu un petit peu d'argent chaque année, les royalties de ce qui se vendait. J'ai jamais vu un éditeur qui tenait aussi bien ses comptes. Après, j'ai eu d'autres soucis avec d'autres éditeurs, mais c'était nickel. Cela dit, il y a eu une vogue énorme, puisque dans la même collection, il y a eu Anne-France d'Hauteville qui a fait Oui. son premier livre Et j'ai suivi le C'était vent. Ouais. Donc l'aventure à moto, c'était très vendeur. Tu as aussi fait Exactement. t'as fait un livre sur la moto verte aussi. Oui, bah j'allais dire, c'était un peu la suite, parce que la moto verte, bon, bah, je me suis aperçu qu'il y avait des super belles photos de moto, donc de moto verte, j'ai glané, ça faisait un truc sympa. Et puis à un moment, j'ai eu envie de revivre le désert d'une autre façon, donc j'ai fait un roman sur le désert au sud du Sphinx, mais qui se passait dans les années juste avant la guerre, dans les années 30-35. Ouais, mais ça c'est un roman, j'ai presque envie de dire, de rêve personnel. C'est-à-dire Oui, de que ça, tu le mêles avec l'histoire de l'armée de Cambyse qui a disparu dans les grandes dunes du sud Sahara égyptien. Et c'est bien dans celui-là que tu parles Oui, et de cette disparition et de ces gens qui voudraient à la fois retrouver les traces de l'armée de Cambyse qui a disparu corps et bien dans les dunes. C'était ça, avec un petit plus, enfin un petit plus, c'était une manière d'évoquer la façon dont on voyait le Sahara, je veux dire, à différentes époques. Et on n'imagine pas que c'était resté secret, inconnu, si longtemps. Par exemple, sur le rallye des pharaons, j'ai des cartes que j'ai toujours, du Long Range Desert Group de Montgomery, des années 40 à 45. Ils ont fait un super beau boulot pendant la guerre. Et il y a des dunes qui sont dans le grand désert libyque, à la frontière de l'Égypte et de la Libye. Et les cartographes, sur les cartes, ils ont marqué ces dunes continuent au nord-nord-ouest, personne n'en a jamais vu la fin. Bon, c'est extraordinaire de penser que dans les années 40, il y avait encore plein d'endroits qui étaient inconnus. Et sur Gourdabou Mouarik, ça veut dire la mer des dunes infranchissables, c'est la plus longue chaîne de dunes du monde, qui fait 550 km. Il y a des cassures, il y a une grotte, il y a plein de choses, et les gars les plus savants ont oublié certaines choses. Le dernier livre qu'avait fait Théodore Monod, c'était fait avec des Allemands sur le désert libyque, par exemple. Il parle d'une grotte, qui est la seule grotte connue au Sahara, jusqu'à ce qu'on en trouve une autre, avec des stalactites et des stalagmites, qui montrent bien qu'il y avait de l'eau autrefois au Sahara. Et il évoque l'histoire de Gerhard Rolfs. C'est un Allemand qui a 20 ans était étudiant en médecine, qui avait fait la Légion étrangère des Français, qui était devenu passionné de désert, et qui avait eu en 1870 de son Kaiser des subventions. Son argument, c'était de dire qu'il fallait avoir des colonies comme les Anglais, comme les Français, et en fait il était allé chercher la fameuse armée de Cambyse. Et il ne l'a pas trouvé, mais avant il est passé par ces dunes, et il est passé par cet endroit où il y avait cette fameuse grotte qu'on n'imaginait pas. Oui. Comme ça ne l'intéressait pas, il n'a pas noté les coordonnées. Et donc dans le livre, il raconte que des Allemands ont refait, en 1991, ont refait le circuit, 4 Allemands, des scientifiques, avec des chameaux, qu'ils ont retrouvé la grotte.
Mais en fait, la grotte, moi je ne savais pas ce que c'était, mais sur la carte du Long Range Desert Group que j'ai, il y avait marqué qu'il y avait cave, une grotte, ou gara en arabe, c'était ça, et il y avait un rocher, un repère, en prenant l'angle, c'était pas très loin, je l'ai trouvé. Mais je suis rentré à moitié dedans, mais j'ai commencé à voir un lézard qui se baladait. Je me suis dit, oh, je vais tomber sur un serpent ou un scorpion. J'avais pas d'une bonne lampe, parce qu'on s'y attendait pas. J'ai dit, bon, on va pas y aller là, dans les trucs. Donc j'ai à peine vu le début avec les stalactites et je suis parti. Et après, en lisant ça, j'ai dit, merde, puis j'y suis retourné avec un équipement, j'ai gratté. Et le malheur maintenant, enfin le malheur, c'est qu'avec le GPS, tu peux y aller par un endroit beaucoup plus facile. Et les tours opérateurs, avant qu'il y ait des tours russes, enfin les tours opérateurs, ils étaient, tu te trouvais une corbeille avec le mec qui mettait sa carte de visite pour faire venir les gens. Là, c'est un truc du... faut pas être passéiste, mais c'est sûr que dès qu'il n'y aura plus de terroristes dans le désert, dans tous les endroits paumés, quand il y a des gravures sur roche, des choses comme ça, c'est très difficile à surveiller qu'il n'y ait pas des prédateurs ou des vandales. De toute façon, c'est un autre sujet. Oui, tout à fait. Décalé, mais j'en glisse une, c'est que les émissions type Ushuaïa ont fait beaucoup de tort à tous ces endroits, mais pas que Ushuaïa, puisqu'elles existent en Italie, en Angleterre, en Allemagne, partout. Parce que moi, j'ai des amis qui connaissent des lieux très retirés et ils ont dit que dans l'année qui suit de ces émissions, il y a des centaines de personnes qui arrivent quasi clandestines parce que le GPS permet de te retrouver. Mais moi, j'ai fait la même faute. Par exemple, la piste que tu connais ou sur Farafra d'Arla, c'est une des plus vieilles pistes de l'histoire mécanique que les Anglais ont fait. Ils ont fait des pistes avant les Français, au tout début de la mécanisation. Elle a été abandonnée parce qu'elle était trop dure. Et il y a un moment, il y a un merveilleux labyrinthe de sable, de marbre, très technique, où tu tournes. Et c'est resté magnifique, ce truc. Et quand le Dakar est passé, ils ne se sont pas fait chier, donc ils ont pris mes pistes. Puis après tout, pourquoi pas. Sauf qu'avec le nombre, les mecs arrivant les uns derrière les autres coupaient chaque fois qu'ils pouvaient et que ça a détruit toute une belle piste. Et c'était normal, les pistes n'étaient pas faites pour résister. Et tu te dis, j'aurais peut-être pas dû y aller. Et de la même façon, il y a un truc qui m'avait arraché des larmes, c'est que on a eu d'abord du bonheur avant les larmes, c'est que quand on était dans le désert égyptien, je te parlais de ces cartes où il y a plein de choses qui sont inconnues, c'est le plus vaste espace du monde sans eau. C'est Théodore Monod qui le disait d'ailleurs. Donc il y a plein d'histoires, mais les gens n'y allaient pas. Et comme c'est le premier endroit qui s'est asséché, et quand je suis venu en Égypte, il n'y avait pas de nomades, sauf au bord du Soudan et de la Libye, quelques-uns. Donc en fait, personne ne pouvait te dire où aller. Et c'est comme ça que j'étais amené à faire des pistes en plantant des piquets pour ne pas perdre trop de gens. Et les premiers mots que j'ai appris en arabe, c'était watat, le piquet, chakouche, le marteau, pour les enfoncer. Et ensuite, l'armée les a goudronnés. Mais en allant, une fois, je voulais aller à Siwa. Depuis Siwa, c'est une très grande oasis. C'est là où il y avait l'oracle d'Amon, où a été Alexandre le Grand. Et c'est là où Cambyse voulait aller pour aller buter le grand prêtre qui avait dit que si l'armée de Cambyse essayait de venir chez lui, ils allaient tous mourir. Ce qui est arrivé. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, pour partir de Baria à Siwa, c'était pas difficile. Mais un poste de militaire, le capitaine m'a obligé à prendre un guide, qui finalement était son papa. Le guide était une grosse baraque. Je me souviens, il avait un énorme furoncle rouge sur le haut du crâne, brûlé. Et le soir, on était copains. Je lui ai dit, mais d'où ça vient ça? Il m'a expliqué, quand j'ai souvent mal à la tête, et je prends un boulon d'écrou de roue de Toyota, je le mets dans le feu, et quand c'est bien chaud, je le pose sur la tête et je me donne un coup. Alors effectivement, il va avoir moins mal après. Et donc, 30 km après Baria, il était perdu, il était paniqué. Et quand on est à nous, donc avec ma boussole de campeur de l'époque, mais ça marchait, hein, ces trucs-là, simplement il fallait être besogneux pour naviguer à l'époque. Je partais de la voiture, hors de la voiture, parce que dans la voiture il y avait des interférences, et je suivais par exemple le cap 145, et je traînais le pied pour faire un axe sur 30 mètres. Et après je montais dans la voiture, et j'essayais de trouver un rocher le plus loin possible pour suivre jusque-là et reprendre. Et donc, à Siwa, on y arrive, et le vieux mec me dit « Ah,
je vous laisse là, il était content, il allait voir sa famille, mais il voulait revenir par la mer et le Nil. Il dit, vous allez tous mourir. Je dis, merci, t'es sympa. Et j'ai cherché s'il y avait une piste pour rejoindre une autre oasis, Farafra. Et on m'a trouvé un mec très vieux qui avait été guide pour les Anglais et qui me dit, non, j'y vais pas, c'est trop difficile, c'est trop risqué, mais tu vas passer une montagne, il y a des dunes, au ras de la dune et de la montagne, il y a un passage, tu vas trouver une ridelle de camions anglais Bedford, mais dans des espaces immenses, et on les a trouvés, et après, tu fais encore 150 km, et sur un plateau, tu vas trouver un avion de la Deuxième Guerre mondiale, un avion allemand. Et j'ai trouvé la ridelle, j'ai pas trouvé l'avion allemand, et on a fini sur un truc plat aux étoiles, c'est-à-dire qu'aux étoiles empiriques, quand tu connais pas forcément toutes les étoiles fixes, mais si tu prends un cap sur une étoile toutes les demi-heures, tu te rattrapes comme tu fais. Et l'année d'après, j'ai dit merde, il faut trouver cet avion parce que ça doit être beau, puis ça fait un bon signal pour le rallye. Mais j'avais déjà balisé. Et je suis venu faire les recos avec un petit Iveco 4x4, c'était un gros truc avec un petit moteur, mais Iveco était très gentil de me le passer. Et un copain motard égyptien que tu connaissais bien, Raed Badar, et on avait pris comme canot de sauvetage sa Honda 500 qu'on avait mis dedans. Et on roule, il faisait hyper chaud parce que c'était fin août, on arrive sur un plateau, je dis oh, quand même ça doit être par là-bas. Et je vais voir, à 5 km ou 3 km, on trouve la carcasse qui était très belle, tout avait été piqué, mais on voyait que c'était un bimoteur, il restait toute la structure extérieure. Et on n'avait plus le temps de refaire un truc de piquet. J'ai dit on va le tirer. Alors en première c'était trop dur, en marche arrière courte c'était plus court, donc je le tire tout doucement et sans l'abîmer, c'est incroyable parce que le sol était bon, je l'amène jusqu'à l'endroit de la piste, c'était super. Et je vais repasser la première, ça avait tellement chauffé, tout était bloqué, il ne restait plus que la marche arrière. Alors, donc, en fait, c'était un super torticolis, c'est-à-dire qu'on a continué, et de nuit, Badar a allumé la lumière, a mis l'éclairage, et on est arrivé jusqu'à la route. Et après, on a trouvé un camion qu'on a arrêté, où on a mis le 4x4 qui a amené au Caire et qui a débloqué les trucs. Une aventure parmi d'autres. Et j'étais loin du sujet, mais donc cet avion qui était beau, qui était un bimoteur Henkel, je connais l'histoire, c'est que les Anglais avaient eu vent que les Allemands allaient les attaquer, et que pour traverser le désert, ils allaient suivre une ligne de poteaux téléphoniques. Donc les Anglais ont coupé les trucs de téléphone. Et dans le désert, quand c'est un vrai désert minéral, s'il y a du vent, tu dérives, tu vois pas comment, tu vois même pas s'il y a du vent en bas, c'est pas évident. Donc les Allemands s'étaient perdus et s'étaient crachés. Et moi je donnais chaque année mes roadbooks à l'armée, et ils s'en servaient d'ailleurs, et puis d'ailleurs ils ont goudronné cette fameuse route, et j'en ai eu les larmes, c'est que quand ils sont arrivés à l'avion, c'était pas leur culture, ils l'ont pulvérisé. Et je me suis dit, merde, qu'est-ce que j'ai été foutre, mais je pouvais pas imaginer une chose comme ça. Donc effectivement, j'aurais dû le laisser, puis quelqu'un d'autre l'aurait retrouvé plus tard, mais on n'imaginait pas, en fait, déjà, maintenant par exemple, dans la notion de maintenant, une voiture accidentée dans le désert, c'est sale. À l'époque, tu avais une voiture, comme dans le Ténéré d'ailleurs, tu avais une voiture accidentée, abandonnée, elle était sablée comme un cours de mécanique, et ça rassurait les voyageurs parce qu'il y avait un truc fixe. Quand il y en a eu beaucoup, ça devenait une balise, tout à fait. Mais sans ça, tu voyais, tu avais l'impression de voir un cours de mécanique avec les trucs nickel. Mais tu sais, dans la conservation, je crois que c'est au début des années 50, la marine anglaise a rendu à la marine française le Duguay-Truand, qui était le vaisseau amiral français qui a perdu la bataille de Trafalgar. Parce qu'ils ont dit aux Français, nous on a gardé le Victory de Nelson, on vous rend le vaisseau amiral français. La marine française a dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Ils l'ont remorqué au milieu de la Manche et ils l'ont canonné. C'est la même histoire que ton avion.